Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Bat Reviews, le podcast dédié aux fans de Batman et qui se consacre aux reviews de nos lectures du mois précédent. On va se consacrer aujourd'hui à nos lectures du mois de juin. Il y a eu beaucoup de lectures puisque Urban Comics a rattrapé un petit peu son retard dû au confinement, ce qui va nous donner une Bat Reviews assez long, je pense. Pour m'accompagner ce soir ou aujourd'hui, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, bien entendu. 3 membres de la team avec Alexandra. Salut. Mais aussi Pelli. Salut. Et Siegfried. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Voilà, bonsoir, bonjour, bon après-midi, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Si vous êtes fan de Batman, vous êtes bien tombé. On enchaîne directement parce que, comme je le disais, il y a beaucoup de taf ce soir, aujourd'hui, cet après-midi. On va enchaîner avec le Batman Last Knight on Earth de Scott Snyder et Greg Capullo. Et je vais appeler à la barre Pelli pour nous parler de ce récit. D'accord, mais uniquement si tu le dis 3 fois super rapidement, le nom du... Batman Last Knight on Earth, Batman Last Knight on Earth, Batman Last Knight on Earth. C'est bon, Ouais, tu as c'est réussi. Ça va. C'est possible. Ok. Alors, donc, Batman Last Night on Earth, donc, sorti dans le Black Label DC d'Urban Comics. Okay. C'était la sortie un peu... c'était vite fait un peu la sortie du milieu d'année. Donc, aussi... Comment ? C'était pas mal attendu. Ouais, c'était pas mal attendu, voilà, parce que ça a fait beaucoup parler en VO. Donc, au scénario, on retrouve notre petit copain Scott Snyder, qui avait donc géré les New 50 sur Batman, qui avait aussi géré Batman Metal, et hors DC Comics, il a fait, je ne sais plus ce qu'il a fait, s'il a fait American Vampire, voilà, je vais y arriver. Donc voilà, donc un habitué de Batman, et puis on retrouvait son acolyte Greg Capullo, qu'on a pu retrouver sur Spawn, hors DC, sur Batman New 52, sur Batman Metal aussi, et donc voilà, les deux se remettent là. Alors, au niveau des dés, je vais commencer avec le scénario. Donc on se retrouve dans un espèce de jeu de piste avec un Batman qui est obligé de s'associer avec la tête du Joker. Alors je sais, ça paraît complètement dingue comme ça, c'est Snyderesque. Voilà, c'est Snyderesque. Donc voilà, Batman est obligé de s'associer au Joker pour remonter la piste pour savoir ce qui s'est passé, tout simplement parce que Batman tombe en plein milieu d'un espèce d'univers d'ici post-apocalyptique complètement dément. Et donc voilà, au fur et à mesure, il remonte la piste avec son nouvel allié pour savoir ce qui s'est passé et combattre ce nouvel ennemi. Au niveau du scénario, c'était plutôt osé. De toute façon, c'est Scott Snyder. Hein. Depuis Batman Metal, on a toujours l'habitude qu'il parte un peu loin dans les scénarios. Des fois un peu trop. Comment ? Des fois un peu trop. Ouais, un peu trop parfois. Là, je pensais que ça allait... du coup, là. Là, je pensais que ça allait complètement partir en what the fuck, et pourtant non, j'ai bien aimé le scénario. Alors, faut s'accrocher. Alors déjà, ce qu'il faut avoir lu, il faut avoir lu les Batman New 52, ouais. Et avoir lu Batman Metal. Voilà, ça c'est la base déjà, et avoir commencé à lire un peu Rebirth aussi. Voilà, ça c'est la base déjà pour à peu près comprendre l'œuvre qu'on a. Ça se place hors continuité ou... c'est hors continuité, mais ça utilise quand même un peu la continuité. D'accord. Mais du coup, c'est dommage parce que c'est hors continuité, mais par contre, à mon souvenir, il n'y a pas de... c'est pas expliqué ce que tu viens de dire en début de comics pour avoir bien suivi. Et ça, c'est un peu bête, tu vois, pour ceux qui veulent essayer ce titre en one-shot comme ça. C'est Snyder, on est propulsé dans le monde directement, on n'a pas le temps de s'échauffer que déjà, bam, on se prend une claque. Au niveau de l'univers, c'est pour ça qu'on est là, on prévient les gens du coup. Ah ouais, c'est ça, mais alors pour identifier un peu l'univers, on a un mélange de Batman The Dark Knight Returns, avec un mélange de Mad Max, avec un mélange aussi un peu de Flashpoint, et avec un petit peu de Batman Metal. Voilà, tu mets tout ça, tu mélanges tout, et tu obtiens un Batman Last Night on Earth, pour te dire. D'accord, et est-ce que l'on rajoute une petite pincée de piment d'Espelette ? Non, y a pas besoin, c'est déjà assez pimenté comme ça. Ok. Donc voilà, au niveau du scénario, au début on est un peu perdu, mais une fois qu'on arrive à retrouver les petits, franchement, je trouve ça assez cool.
assez osé pour certaines phases. De toute façon, c'est l'avantage des récits en one shot. Tu peux faire ce que tu veux, et là, franchement, Snyder s'en donne à cœur joie, il y va, et c'est assez osé. Franchement, c'est plutôt cool. Au niveau des dessins, je suis pas forcément le mieux placé pour en parler parce que j'adore Greg Capullo, donc franchement, je trouve aucun défaut au dessin. C'est un de mes artistes favoris, donc franchement, j'ai adoré. Par contre, ce qui est super étonnant dans ce récit, c'est la colorisation. Franchement, t'as certaines pages qui sont superbement bien amenées. On a un moment, par exemple, rien que la cover déjà avec le petit côté un peu rouge rosé qui va bien avec le vert des cheveux du Joker. Enfin bref, des petites choses comme ça qui font que franchement la colorisation elle est assez super sur certaines pages. Donc c'est assez cool à lire. Après niveau moins bien, je dirais qu'il y a certaines utilisations de personnages qui sont pas forcément optimales. Je veux dire par exemple Wonder Woman et Superman, c'est vraiment dommage parce qu'on n'a pas d'origine story du personnage par rapport au récit. C'est-à-dire on n'a pas de backup par rapport à ce qui s'est passé avant pour ces deux personnages. Ce qui est dommage parce que franchement ça doit être super intéressant. Donc je sais pas s'il y aura une suite à ce récit. Bon, après, est-ce que ça vaut le coup de voir des suites quand un récit suffit à lui-même comme ça, je sais pas. Si on peut placer une suite avec en montrant ce qui s'est passé par exemple rien que pour Wonder Woman, franchement je kifferais. Parce que ce serait assez impressionnant. Ok. Donc voilà, après à part ça, bonne utilisation de certains personnages aussi de l'univers de la Bat Family, c'est assez bien utilisé, donc voilà. Au final, j'ai l'impression que Snyder, il est meilleur dans des récits one-shot plutôt que quand il essaie de rentrer dans une continuité. Ouais, c'est pas forcément, mais on va dire que franchement, une fois qu'on a lu Batman Metal, je pense qu'on peut s'attendre à tout, et là, pour le coup, voilà. C'est un peu plus facile à comprendre que Batman Metal, c'est un peu plus digeste, ça reste quand même un peu what the fuck, mais voilà, le fait que ce soit un one-shot, ça passe beaucoup mieux. Ok. Je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Nicolas, que le fait que Snyder soit finalement beaucoup plus fort sur du... Enfin, on va beaucoup le retrouver d'ailleurs, et pas seulement sur Snyder, on va en reparler après, mais aussi avec King, avec Bendis. Enfin là, c'est assez fort parce que c'est quand même un auteur qui a tendance à se disséminer au point de se dissiper. Enfin, rien qu'en ce moment, il a récemment fini son All-Star sur Batman, il est en plein métal sur Batman, enfin, il délire dans tous les sens, et généralement, c'est pas très bon, c'est pas très fort. Et là, qu'il réussisse à synthétiser une idée aussi originale dans un petit truc en 3 numéros, dont aucune suite n'est annoncée, c'est vraiment très rafraîchissant. Surtout qu'on a eu le cas de D6, dont on a parlé le mois dernier, où ça s'était présenté au début comme un one-shot, et finalement, on va y avoir 50 déclinaisons, et on sait pas quand ça va finir, et ça fait vraiment peur. Là, on a vraiment un auteur qui a l'habitude, au contraire, de proposer 1000 déclinaisons, et qui fait un truc vraiment très fort. C'est vraiment le Old Man Logan, mais version DC Comics. C'est ça. Avec et justement, on a tellement peur des baroquismes de Snyder qu'au début, effectivement, on se dit, mince, ça va dans tous les sens, il y a rien, on comprend rien, il y a 25 personnages différents, enfin, c'est pas possible. Et finalement, c'est assez intriguant pour qu'on se dise qu'une suite ne ferait pas forcément sens en termes dramatiques, mais on pourrait continuer d'explorer l'univers avec un certain plaisir. Et ça, c'est vraiment assez réussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de plaisir à lire Snyder, et là, il y a quand même un certain plaisir à lire l'univers qu'il nous propose. Et je rajouterais que, pour une fois, Snyder finit son histoire. Là, pour le coup, on a une vraie fin. Plutôt bonne, ouais. Certes, assez rapide, mais bonne. Même très bonne. J'ai franchement beaucoup aimé la fin. Et c'est assez appréciable. Et donc, ça fait plaisir de relire du Scott Snyder comme ça. Ok, donc plutôt emballé par ce Batman Last Night on Earth. Cool. Ah ouais, franchement, c'est la bonne surprise de 2020 pour l'instant. Ça pourrait presque être un classique sur Batman, mais ça essaye d'interroger Batman et sa relation à l'héroïsme. Et ça pourrait aller un peu plus loin. Enfin, on reste dans du Snyder qui est un peu superficiel, qui essaie de réfléchir au fait que Batman soit une espèce de quasi-dieu qui peut vaincre n'importe quoi, y compris lui-même. Enfin, il y a une méditation sur Batman qui pourrait être plus approfondie, qui n'est pas assez pour vraiment faire du récit classique. Mais en fait, il y a quand même quelque chose ça a une âme, quoi. Et ça, c'est déjà beaucoup pour du Snyder par rapport à ce qu'il a fait récemment. Ok. Super. Donc on recommande. Et j'ajouterais juste, contrairement à ce que disait Pellier, moi je pense vraiment qu'on peut le lire sans avoir beaucoup de background de New 52, de Rebirth, etc. Il y a certaines petites bases, des fois il y a peut-être certaines allusions en fait. Oui, tout à fait. Il y a des clins d'œil, mais de même que dans Old Man Logan, il y a plein de clins d'œil, et en fait quand on n'y connaît rien, du moment qu'on identifie à peu près rapidement qui sont les personnages, enfin tiens, le chauve c'est Luthor, tiens, l'Amazon c'est Wonder Woman, enfin on comprend quand même le récit, et on peut se laisser porter même sans connaître à fond. Simplement quelqu'un qui effectivement connaît à fond le New 52
verra le plaisir qu'a Snyder à faire des petits clins d'œil à tout ce qu'il fait. Mais c'est pas tout nécessaire pour comprendre le fond de l'intrigue et cet univers. C'est ça. Ok, très bien. Je vous propose qu'on passe à la suite des événements. Et donc cette suite, ça va être Batman Rebirth, 12e tome, qui a été publié sur Urban Comics et qui nous présente donc la fin de Batman Rebirth par Tom King. C'est Siegfried qui est missionné pour nous en parler. Alors, en préambule, on peut aussi présenter le fait que notre prochain Bat Talk, qui va suivre dans 2 semaines après la publication de ce Bat Reviews, va être consacré justement à notre bilan de Batman Rebirth de Tom King. Donc, on en rentrera plus en détail au niveau de ce podcast-là, mais est-ce que Siegfried, tu peux quand même nous présenter un petit peu ce que nous présente ce dernier tome de Tom King? Tout à fait. Alors évidemment, il va être difficile de pas spoiler, mais on renverra à la partie spoil du bateau qu'on aura pour vraiment parler en détail de ce qui se passe et de la fin. Donc vous vous souvenez que Tom King à la base devait faire 100 numéros. Finalement, on sait pas trop pourquoi. On a un peu débarqué après. On lui a annoncé à peu près vers 75 qu'en fait il n'en aurait que 85, mais qu'il aurait une série Batman Catwoman pour vraiment conclure tout ça. Donc la grande question c'est est-ce que ça va vraiment être la conclusion attendue? Est-ce qu'elle va être aussi forte que prévu? Est-ce qu'il va devoir mettre les bouchées doubles? Et effectivement, on a un peu l'impression qu'il rush sur la fin. Notamment, donc on a comme d'habitude des dessinateurs qui sont au sommet, mais avec des planches qui sont moins conceptuelles qu'elles avaient pu l'être par le passé, et il y avait eu vraiment de grands numéros de Batman qui étaient extraordinaires graphiquement, pas seulement parce qu'elles étaient très bien dessinées, mais aussi parce qu'elles étaient vraiment très bien pensées en termes de séquentialité, de répétition, enfin plein d'effets de style de Tom King. Et là, c'est des choses qu'on ne retrouve pas. Mais il est quand même entouré par les plus grands. On a Tony Daniel qui est vraiment en très grande forme. On a un peu de Gerard. On a Romita Junior qu'on avait rarement vu en forme ces derniers temps. Enfin, on se souvient de Superman Year One qu'il a fait avec Miller et qui était vraiment pas bien dessiné. Ouais, là, après, j'ai pas trouvé ça hyper, enfin, disons que quand tu passes d'un chapitre dessiné par Clayman et que tu passes à Romita Junior, ça m'a un peu piqué les yeux perso, mais Ouais, enfin, on a l'habitude que sur un long run sur un personnage, les dessinateurs tournent. Et oui, voilà, bien sûr. Dans l'occurrence, ouais. Ils sont tous très très grands, et rien que le plaisir de retrouver Romita Junior aussi soigné sur des planches, bon, d'autant que l'intérêt c'est que chaque artiste a quand même une certaine unité narrative. Enfin, on confie à chaque fois un pan d'histoire. En l'occurrence, Romita Junior, c'est le retour de Batman à Gotham. Et dès qu'on passe à autre chose, c'est un autre dessinateur qui s'en occupe. Donc quelque part, ça m'a pas tant choqué que ça. C'est assez rare d'avoir comme avec Snyder, Capullo qui accompagne sur pratiquement tous les numéros. Bon, c'est une petite concession qu'on fait. Là, au moins, on n'a pas de. Enfin, on a vu bien pire dans les comics. On a vraiment vu sur oui, on est d'accord. Sur un même arc, un dessinateur qui change tout à coup pour être remplacé par un autre pour des questions de délai, etc. Là, au moins, il y a une certaine maîtrise à ce niveau-là, et on sent vraiment que King essaie de tirer le meilleur de dessinateur, même si visiblement il semble manquer de temps. Donc, on est dans une nouvelle Gotham. Donc, je vais pas spoiler. Juste au début, on est dans une nouvelle Gotham qui est dirigée par Bane, et Batman a été remplacé par son père Thomas Wayne. Et donc toute la question c'est après l'arc Nightmare où on avait vraiment vu Batman brisé moralement, psychologiquement, physiquement, comment est-ce qu'il va se reconstruire? Donc est-ce que c'est bien fait? Moi je trouve que non. Tout simplement parce que déjà la Bat Family n'est pas du tout assez impliquée dans cette reconstruction. On la voit mais elle est vraiment reléguée au second plan et c'est assez triste. Et on comprend la philosophie de King, ça a toujours été de remettre Catwoman en avant tout. Son but c'est vraiment que Batman se reconstruise par Catwoman et que la série Batman continue grâce à ce couple mythique au détriment de tout ce qu'il peut y avoir d'autre. Et ce qui fait que du coup c'est pas toujours très convaincant. Enfin, Batman essaie de se reconstruire par exemple, mais on n'a pas l'impression qu'il ait la moindre vraie séquelle morale, qu'il ait la moindre séquelle physique. Enfin, on comprend pas trop. Il y a un numéro, je crois que c'est le numéro 83 où Batman est de nouveau brisé alors que 2 numéros plus tard il est supposé se reconstruire. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment bizarres et qui font qu'on ne sent pas assez le projet de King dans cette évolution. On ne voit pas vraiment le Batman brisé sur tellement de numéros. J'ai vu beaucoup de commentaires de lecteurs qui étaient vraiment fatigués de voir ce Batman complètement à la ramasse, qui avait hâte qu'il revienne. Et là, vraiment, il tarde à revenir et il revient pas de façon aussi percutante qu'il aurait dû par rapport à toute l'attente que ça avait généré. C'est très satisfaisant, il y a aucun souci. Simplement, ça marche pas trop. Il y a une mort de personnage, donc évidemment, je dirais pas qui, mais il y a une grosse mort de personnage qui a pas du tout l'impact émotionnel qu'elle devrait avoir. Le dernier numéro, il y a plein d'analepses et de prolapses, enfin on bouge dans le temps tout le temps selon des procédés bien connus de Tom King, mais comme c'était le dernier numéro, peut-être qu'on aurait bien aimé une plus grande cohésion narrative d'ensemble pour que l'émotion passe vraiment. Et voilà, il y a un certain échec à la fois de la narration et des dessinateurs à faire passer l'émotion qui est un peu dommageable et qui fait que c'est pas la conclusion qu'on pouvait attendre. Tom King a été bien meilleur dans certains autres moments de son run, et ça on en reparlera dans le Bad Talk.
clairement la fin c'est pas le point d'orgue que ça aurait dû être d'un run qui promettait autant. Ouais, c'est vrai que d'un côté, il y a certaines points de déception, mais dans l'ensemble, j'ai quand même personnellement trouvé que c'est une conclusion, tu l'as dit aussi, satisfaisante au final, assez cohérente par rapport au run de Tom King. On sent qu'il déroge pas à son envie justement de mettre au centre la relation Batman-Catwoman. Il y a des choses comme ça qui sont encore là jusqu'au bout. Oui, tout Mais à même fait, oui. justement, je rebondis un petit peu quand tu dis que t'aurais bien aimé que pour ce numéro, ça soit plus coordonné et qu'il n'y a pas toutes ces remontées dans le temps. Moi, justement, des fois, dans les derniers numéros, c'est un truc qui m'énervait, mais je trouve que c'est plutôt cohérent qu'il continue à le faire et qu'il finit comme ça, parce qu'il t'a habitué. Donc moi, à un moment donné, j'ai pris une habitude de lecture avec les anciens numéros, à comprendre, bon, d'accord, il fonctionne avec des allers et retours, et des allers et retours. Et du coup, quand il a eu ça dans le tome 12, j'ai bien aimé et j'ai bien aimé ce que ça apportait aussi parce qu'on savait que c'était le dernier tome, on savait que c'était la dernière balade. Donc c'était intéressant aussi qu'il finisse comme il a commencé. Il est resté aussi, même si on aime ou on n'aime pas, moi je trouve qu'il est resté cohérent et qu'il a fait un super run. Globalement, hein, évidemment, je suis d'accord avec toi sur certains points, mais moi ça a même rattrapé certains tomes que j'ai pas appréciés Ouais, sur clairement, l'idée globale du run. clairement, c'est pas le pire Mm, arc de son run, mm, mais disons que comme c'était préparé depuis tellement longtemps, et surtout après le numéro 50, ça avait, le fait que, enfin, l'arc Nightmare, etc., avait généré tellement de frustration qu'on s'attendait quand même à une conclusion extraordinaire, et c'est pas aussi extraordinaire que ça aurait pu l'être. Après, j'ai rien contre le principe des prolapses analepses, etc., qu'il utilise régulièrement dans son run, qui est un effet de style et que mm. j'aime beaucoup chez lui. C'est juste qu'en l'occurrence, comme le numéro 85 n'est pas parvenu pour moi, à être aussi puissant et percutant que je l'aurais voulu, ben j'essaie d'en trouver une cause objective et il me semble que pour Mm. ce numéro, peut-être que ça aurait mieux marché autrement, ou peut-être que simplement s'il avait mieux écrit ses retours dans le temps et ses effets de style, ça aurait mieux fonctionné. Mais voilà, mais c'est que mon avis, je suis un petit peu déçu et son run avait tellement tellement de gueule finalement, tellement de pertinence et tellement de force avec toute sa vocation introspective que je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus fou, d'un peu plus fort que ça. Ok, voilà pour le 12e et dernier tome de Batman Rebirth paru chez Urban Comics. Effectivement, bon, je vous renvoie encore une fois à notre prochain podcast qui va être publié très bientôt et dans lequel nous allons vous parler de notre bilan de tout le run Batman Rebirth, ce qui promet un long débat. Mais on va maintenant s'attarder à un autre récit de Batman avec un autre auteur bien connu, puisque c'est le Batman Universe qu'Alexandra a lu et dont elle va nous parler. Oui, Batman Universe, ça faisait un petit moment que j'en avais entendu parler, j'avais vraiment hâte de le lire et pour le coup j'ai été très très surprise. C'est vraiment un ovni dans tout ce qu'on peut lire en ce moment dans Batman, un ovni dans le sens où en termes d'écriture c'est vraiment aventuresque. On est sur un scénario de Brian Michael Bendis et au dessinateur Nick Derrington. Et c'est vraiment très très bon. Alors pour le speech, Il y a du Alex Malib aussi, non? ouais, il y a du Alex Malib, mais c'est principalement Nick Ouais, Derrington. ok. En fait, Alex Malef, il dessine une petite histoire qui est incluse à la fin de Batman Universe, mais Ouais, Batman Universe D'accord, lui-même, en ok. 6 fascicules, c'est c'est uniquement Nick Derrington. c'est Ok. ça exactement. Et donc du coup pour le speech, on a Batman qui est accompagné principalement, même s'il y a un petit début d'histoire avec Green Arrow, il est accompagné de Green Lantern notamment, de Jonah Hex qui est un cow-boy du western vengeur et qui tente d'empêcher le Riddler de voler un œuf magique convoité par le maléfique Vandal Savage, euh, Savage avec le petit accent. Et du coup, rien qu'avec le synopsis, c'est assez fou parce que déjà, on n'est pas du tout sur une histoire de Batman solitaire qui fait la tête, qui est dans son coin et qui est tout seul. Non, il fait équipe avec Green Lantern, le monsieur tout vert avec sa bague qui vole, super lumière, super intéressant, qui fait des blagues. Et donc du coup, on se retrouve avec un duo assez inédit qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, en tout cas, j'ai pas l'habitude de voir. Où Batman se fait transporter un peu partout. On le retrouve du coup au Western où il rencontre Jonah Hex, à Gorilla City, je crois que c'est le nom, ou en tout cas Oui. c'est parce que j'étais plus sûre, c'était la première fois que je voyais un comics où il y avait ça, donc j'ai vraiment adoré. Il se retrouve
Je sais plus comment ça Atanagar. s'appelle. Ouais, c'est ça, exactement, avec ces noms-là. Je suis perturbée. Et voilà, et en fait, à cause de l'œuf magique, on comprend qu'il y a des perturbations et qu'il se trouve transporté de planète en planète. Et on n'est pas du tout sur un Batman centré sur Gotham City. C'est d'autant plus intéressant. Donc on change d'univers, on change de personnage aussi, parce que Batman, on le retrouve à faire quelques blagues, à être un peu ironique, que ce soit en début d'histoire avec Green Arrow ou avec Green Lantern. À la fin, on aperçoit Nightwing qui l'aide sur la fin du récit. Donc vraiment, c'est inédit, c'est une aventure pleine de rebondissements avec des situations complètement inédites. C'est drôle, c'est léger et c'est vraiment une très bonne lecture sur Batman, selon moi. D'accord. C'est vrai que le synopsis, moi quand je l'ai lu, alors j'ai pas encore lu le récit, j'ai lu le synopsis et je me suis dit mais what the fuck, c'est quoi ça? Ça part un peu, Ouais, ça a l'air de partir dans tous les sens justement mais attention, c'est pas partir dans tous les sens, c'est débile et mal écrit. On est quand même sur du Bendis, donc une très bonne écriture, bien réfléchie, oui, assez aventuresque, mais c'est différent de ce qu'on lit, mais ça veut pas dire que c'est moins bien. Moi, au contraire, D'accord. quand j'ai vu Bendis sur la couverture, je me suis dit, tiens, je vais pas lire ça, franchement. Bendis sur Ah, DC moi, j'aime Comics, bien. vu ce qu'il a fait sur Superman et qui a été quand même assez unanimement rejeté, je vais pas lire, ça m'intéresse pas, et c'est à force de voir de bons retours sur ce Batman Universe que j'ai voulu lire, et effectivement, j'étais assez conquis. C'est au point que j'ai vu beaucoup de gens commenter que, si Bendis est si bon sur Batman, il devrait écrire du Batman, et si King est aussi bon sur Superman, puisqu'il a écrit Up in the Sky qui est vraiment très bon, il devrait écrire du Ouais. Superman, donc ils sont très mauvais sur leur série régulière et qu'ils devraient intervertir leur rôle pour écrire, ce qui évidemment est totalement faux parce que, en l'occurrence, ce que Bendis écrit, c'est pratiquement pas du Batman. Enfin, on a quand même un Batman qui est essentiellement diurne, qui voyage partout. Enfin, c'est pas du tout les Batman urbains qu'on a l'habitude de retrouver, ça passerait pas Bah, du tout en clairement. continuité. Mais là, le Mais, fait mais, qu'il mais s'amuse dedans, c'est comme Batman communicatif. est tellement malléable et un personnage que pour voir partout, qui arrive à se transformer, à être à n'importe quelle époque, à n'importe quel univers, ça marche. C'est ça qui est intéressant avec ce personnage. Après, évidemment, c'est pas sa marque de fabrique et ça plaira pas à tout le monde, je pense. Il y en a qui ont envie d'avoir le Batman à Gotham City avec une Bat-Family plus ou moins présente ou dans les alentours. Moi, Mais je pense, en tout ouais. cas, pour lire beaucoup de Batman constamment, avoir cette lecture-là qui change un peu, où tu changes un peu d'air, c'est plutôt sympa. Moi, je pense que ça a le potentiel de plaire à tout le monde, justement, parce que ça Mm. change. Si c'était en continuité, là, ça pourrait vraiment faire peur, ça pourrait vraiment apparaître comme une trahison, mais justement, c'est dans les petits trucs en continuité, ou avec une marque d'auteur forte, qu'on cherche à Mm. sortir un peu de l'habitude pour des aventures un petit peu différentes, et c'est vraiment très rafraîchissant. Et c'est Ouais. colorisé par le génial Dave Stewart, ce qui fait que les dessins sont jamais très inventifs, mais ils sont toujours très frais, très agréables. On retrouve Non, un mais peu ça passe. Ça ce que fait le Cameron job Stewart et avait fait sur Catwoman de Brubaker. Enfin, Mm. c'est vraiment un dessin agréable, très frais, très coloré, très doux, très à regarder, une vraie aventure. Enfin, ça fait plaisir. Ok, ça a l'air très loin de la sombre Gotham City. Mais Bah, c'est aussi pour ça qu'il compense en mettant deux petits récits plus anciens, scénarisés par Bendis. Donc on a Citizen Wayne qui est tiré de Batman Chronicles 21 et I Know qui est tiré de Detective Comics 1000. Et je sais pas ce que tu en as pensé, Alexandra, de ces deux petites histoires à la fin de Batman Universe. euh, enfin, c'est pas mal. Après, ça me fatigue un peu quand je lis deux autres récits suite à un grand récit. Enfin, j'ai tendance à le lire en continuité, hein, du coup, pour finir mon comics. Et voilà, t'es dans une histoire et là, d'un coup, tu pars dans un autre univers, un autre récit. Ça me coupe un peu et j'ai du mal souvent à rentrer dedans. Mais après, j'imagine que voilà qu'il faut le faire et que c'est bien aussi. Hein, ça permet d'apporter du poids à l'auteur. Donc non, c'était très différent, mais c'était très bien. Ça m'a beaucoup plu sur ces D'accord. deux histoires-là. Alors, parce que moi, j'avais pas du tout aimé la première, Citizen Wayne, qui est une espèce de réécriture de Citizen Kane, mais avec Batman, et c'est juste en 6 planches, en noir et blanc, du coup, ça ne raconte vraiment rien. Enfin, par-delà le plaisir de retrouver les références à Citizen Kane, assez explicites. Enfin, on a carrément Bruce Wayne qui se sur son lit de mort dit Rosebud, et finalement, on va interroger les différents personnages du Batverse vieillissant. Ouais, mais Enfin, justement, moi, comme ces deux petites histoires qui se finissent mon récit où j'étais déjà dedans, je me prends pas trop la tête, tu vois. Enfin, moi, j'ai toujours vu ça comme voilà un petit un petit truc de fin. J'aime bien, j'aime pas, tant pis quoi. Ouais, bien sûr, oui. Après, Mm. si on peut aimer, c'est encore mieux, puisque le but, c'est Ouais, justement bien sûr. justement de montrer que Bendis Mm. n'a pas écrit que Batman Universe, mais il avait déjà écrit sur du Batman avant, et regardez, on fait une espèce
d'anthologie de tout ce que Bendis a pu faire sur Batman dans un seul volume. Ouais, c'est clair. Mais enfin, la démarche de la part d'Urban, elle est assez chouette, parce qu'effectivement, du coup, avec un grand récit, on a en plus des petites miettes à picorer qui sont pas très intéressantes. Sauf Malayev dessine super bien le récit sur le pingouin à la fin, donc I Know tiré de Detective Comics 1000. Le récit est pas extraordinaire, mais c'est super joliment dessiné. Mais voilà, c'est assez agréable de retrouver ça à la fin, même si effectivement, comme tu le dis, c'est dans un style narratif et graphique tellement différent du Batman Universe que ça peut faire un peu bizarre quand même. Ouais. Ouais, t'as l'impression que c'est qu'elle est là juste parce qu'elle nom de Bendis, quoi. C'est d'ailleurs le cas, après, mais... rien ne l'empêche de le lire après ta lecture. Là, je l'ai lu tout de suite après parce que j'étais dedans, mais rien n'empêche, voilà, de revenir. Ouais, après c'est rapide, c'est de petites histoires, donc... Ok, très bien. Voilà pour ce Batman Universe de Brian Michael Bendis. Et je vous propose d'enchaîner toujours en couleur, puisqu'on était dans la couleur avec le Batman Universe, avec Batman TMNT Fusion, la fameuse suite des Tortues Ninja et du croisement entre les Tortues Ninja et Batman, écrit par James Tynion IV. Et Siegfried va nous en parler. Et dis-moi que c'est bien, Siegfried. Ah, c'est pas net du tout. Alors, sur le scénario, évidemment, c'est complètement délirant, donc il faut pas chercher faut pas chercher une introspection profonde de Batman ou des Tortues Ninja, ça, évidemment, sans doute. Enfin, le principe, c'est qu'effectivement, il y a ces deux univers ont fusionné. Donc, Shredder a fusionné avec le Joker, par exemple. Krang a fusionné avec l'Anti-Monitor. Alfred a fusionné avec Splinter. Ça doit être pas mal, ça. Voilà, c'est un peu débile, mais ça fit très bien, surtout que c'est dessiné par Freddie Williams II, qui a un style pictural très dense et vraiment très joli. Enfin, c'est vraiment étonnant de dire un truc aussi délirant, mais dessiné de façon aussi picturale et aussi soignée. Et surtout, pour moi, le bon point, c'était que c'était co-dessiné par Kevin Eastman, qui est l'un des créateurs des Tortues Ninja. À l'époque, je vous rappelle, c'était un comics en noir et blanc, donc où il n'y avait pas de bandeau de couleurs pour les différentes tortues, et qui est un comics urbain, assez sombre, assez adulte, assez violent. Et du coup, on a cette tortue ninja qui est en noir et blanc dans l'univers en couleur de Freddie Williams 2 et qui vient avec son propre style, avec ses propres dialogues, avec son propre background des tortues ninja originales. Et je trouvais que c'est un hommage qui est d'autant mieux fait évidemment qu'ils ont fait appel au vrai auteur originel des Tortues Ninja pour le réaliser, pour le mélanger avec leur style et faire une histoire cohérente avec finalement cette fusion non pas entre deux univers mais entre trois univers différents, et ça ajoute vraiment quelque chose artistiquement et narrativement qui rend le récit plus intéressant que ce qu'on pourrait croire au premier abord. D'accord, parce que c'est vrai que les premiers tomes c'était soit les tortues qui s'invitent à Gotham, soit Batman qui s'invite à New York. Et là, c'est carrément la fusion des personnages, quoi. C'est ça, c'est une espèce de fusion cosmique à partir d'un gadget un peu quelconque. On s'en fiche un petit peu. Le plaisir, c'est plus. On est un peu dans un délire à la Batman Ninja. On est dans un autre univers. On essaie de reconnaître qu'est-ce qui vient de cet univers et qu'est-ce qui vient des univers qu'on connaît, avec une espèce de grosse fusion qui fait plaisir à voir. Enfin, voilà, c'est un délire un peu. Fan service à gogo et. Oui, complètement. Mais c'est le principe. C'est écrit dès le titre et quelque part ça marche assez bien. Et puis voilà, il y a tout ce côté de Kevin Eastman qui rajoute vraiment quelque chose. Enfin, moi, je trouvais que c'était vraiment une bonne lecture. Je recommande. Les premiers tomes étaient un peu plus sérieux, d'après ce que j'ai l'impression de comprendre, non, par rapport à ce troisième tome. Les deux premiers tomes, c'était bon, ça restait assez bon délire, mais ça restait plutôt sérieux. Il y avait pas peut-être pas ce côté un peu loufoque de croisement, fusion totale. Je sais pas, après j'ai pas lu justement ce troisième tome, mais oui, ils allaient pas aussi loin, mais justement c'est ça qui fait du bien. Je trouve bien qu'il n'ait pas commencé par ça, qu'il ait commencé par des choses plus sages pour monter en puissance jusqu'à ce grand délire. Du coup, on se demande qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire inventer pour le 4, mais il y a un 4 en préparation, je suis pas sûr. Je sais pas du tout, j'ai pas eu tout suivi. Je suis pas sûr, mais après celui-là devrait vraiment bien marcher. En fait, il a le potentiel de vraiment bien marcher, donc ça pourrait donner lieu à une suite. On verra. Ok, très bien. Moi, ça m'épate quand même ces crossovers avec Batman qui fonctionnent quand même malgré le ridicule du crossover. Je veux dire, Batman Tortue Ninja, qui aurait pensé, et pourtant c'est une série qui fonctionne vachement bien. Pareil pour Batman avec Scooby-Doo, qui aurait pu croire que les gens allaient aimer, quoi. C'est impressionnant. C'est bien en plus. C'est de se dire que c'est un truc. Très drôle. Ouais, voilà. Des choses comme ça, on n'a pas l'impression. Et d'ailleurs, j'ai appris il y a pas longtemps en parlant des Tortues Ninja, la manière dont elles avaient été créées. À la base, c'est le dessinateur qui a dessiné ça sur une serviette dans un restaurant à la base. Il a dessiné une tortue comme ça pour le fun avec des
des nunchakus, des trucs, et du coup derrière ils en ont fait une BD. C'est parti d'un petit truc Génial. fun comme ça, apparemment. Ok, Voilà, bon, ben, c'était assez drôle. c'est cool. C'est vrai que, bon, enfin bref, bienvenue dans TMNT Legend. Mais, non, mais effectivement, c'est vrai que ce croisement, après les crossovers, il y en a des plus ou moins intéressants, mais je trouve que cette trilogie-là, j'ai pas vu le troisième, mais je vais certainement le lire parce que j'adore ce que fait Jameson Lanford, et puis j'ai bien aimé les deux premiers, donc du coup je vais m'intéresser au troisième pour faire la trilogie, mais c'est vachement intéressant, et puis j'aime bien les Tortues Ninja aussi, et j'adore Batman forcément, donc c'est plutôt cool. C'est cool. On va passer sur une chose un peu plus, quelque chose d'un petit peu plus sérieux avec Arline, le fameux récit de notre ami, j'ai peur de le prononcer, Spijik, machin, hein? C'est trop compliqué. Je vais laisser Alexandra nous en parler et comme ça, elle va pouvoir citer Monsieur Stjepan Sejic. Bah, je sais pas si je vais bien le prononcer, donc j'espère qu'il nous écoute. Avec ton meilleur accent croate, s'il te plaît. D'accord. C'est quoi l'accent croate? Sorry. Mais c'est pas important, enfin, c'est pas important la prononciation Bien sûr. de son nom. En fait, ça va vraiment être sur Arline. Bon, ça, vous savez, j'aime bien Harley Quinn, et bon, je suis déçue Ah bon? depuis quelques années, sans rire. Je suis déçue depuis quelques années de ce qu'on a, en termes de comics, principalement. Après, pour moi, il y a deux faits importants que j'ai vus beaucoup autour d'Arline en faisant ma review. C'est qu'il y a, voilà, tout l'aspect comics où moi, je suis déçue, où je pense qu'il y avait vraiment besoin d'apporter quelque chose de nouveau. Donc, c'est ce qu'a commencé à faire Urban Link avec son roman graphique sur Harley. Donc, c'était pas mal avec Le fameux Breaking Glass. c'est ça. Donc, c'était bien. Après, là, on est évidemment sur quelque chose de beaucoup plus adulte parce que Arline est édité chez DC Black Label. Et il y a un autre aspect où tout le monde dit, et c'est normal, on en a marre d'Harley. C'est vrai qu'on la voit beaucoup, on la voit peut-être Ouais, beaucoup, c'est un peu ça, ouais. mais je sais pas si on la voit beaucoup trop. Après, le personnage en soi n'y est pour rien. Ah non, À un non, moment non. donné, moi je me dis, mais attends, vous êtes bien gentil de dire que vous en avez marre, mais Après, il y a une demande, hein. il y a une demande, et puis c'est surtout que il y a beaucoup de contenu, mais il est tellement inégal que si au moins un des contenus peut un peu rattraper, c'est pas mal. Moi, pour moi, il a réussi son job. Déjà, c'est super qu'il a pu signer à DC Black Label. Stephen Sejic. Bref, Monsieur Si tu Harlan. nous écoutes, Steph, Ah, désolé. désolé. Monsieur Harlan a vraiment une belle histoire parce que c'est un grand amoureux d'Harley Quinn qui aime beaucoup ce personnage, qui aime beaucoup l'univers DC, qui a un dessin assez magnifique, un dessin très sensuel, donc il fait beaucoup d'histoires érotiques aussi. Et à force d'avoir bossé un peu sur Harley Quinn, sur Suicide Squad, bon bah DC Comics lui a dit bon allez on essaye, on lance l'histoire sur Harley Quinn. Alors est-ce qu'ils ont fait ça pour encore gagner des sous? Je sais pas. Bah oui, la réponse est oui, puisque le but Oui, dans oui, une non, société, le but c'est de gagner des sous, mais il y mais... a un vrai travail éditorial Ouais, derrière. tu veux dire, est-ce qu'ils lui ont vraiment laissé champ libre? C'est ça que tu... Oui, et ils lui ont laissé champ libre. Ils lui ont laissé champ libre parce que pour le coup, j'ai un ami qui le connaît et il a vraiment été heureux. Il est heureux de cette histoire, même si aujourd'hui il ne signe plus chez Urban Comics. C'est pour des raisons Chez personnelles. DC. DC Chez Comics. DC, pardon. C'est pour des raisons personnelles et de santé. Après, c'est sûr que le travail doit être assez fou. Mais en somme, moi j'ai adoré ce récit. Il y a évidemment des choses un peu basses, mais bon, c'est une belle origin story entre guillemets. C'est pas un Mad Love, c'est une réécriture assez inédite où là on part pas d'Harley Quinn, on parle de Harlem Quinzel et de la psychiatre. Donc en fait toute son expérience de psychiatrie, de sa thèse jusqu'à son arrivée à Arkham Asylum, de plusieurs patients qu'elle a suivis jusqu'à ce fameux patient Joker qui va bouleverser sa vie. Mais ça arrive pas tout d'un coup. C'est que vraiment ça prend du temps. C'est un comics très bavard. Il y a beaucoup de lectures sur certaines planches. Parfois c'est même un peu trop. Mais bon ça reste quand même intéressant. Hein. De toute façon c'est pas parce qu'on lit de la BD qu'on veut que des images. Hein. Aussi, Pelli, il avait dit qu'il lisait pas, il regardait que les Oui images. mais c'est pénible Ouais. pareil.
Voilà, donc il y a une belle évolution où petit à petit on commence à mieux la comprendre parce que sa thèse est très bien expliquée, parce que il y a toujours ces petits encadrés rouges où on est un peu dans sa tête. Je sais que parfois ça embête un peu les personnes, mais là je pense que c'était très important parce qu'on est quelque chose de très personnel, très émotionnel sur ce récit. On n'est pas dans l'aventuresque, même si on aperçoit Batman avec ses yeux qui brillent. C'est un peu fou d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est assez marrant. Et peu à peu, ces blessures vont réapparaître, ces fêlures aussi, jusqu'à ce qu'on arrive à comprendre pourquoi elles basculent. Parce qu'il n'y a pas que le Joker, il y a une intervention avec Harvey Dent, du Double Face du coup, et la naissance de Double Face, plutôt intéressant, une bonne réécriture du personnage. Tout l'aspect du bien et du mal qui est questionné aussi, pas énormément, hein, pas un approfondissement, mais qui est quand même un peu soulevé à travers les médias, à travers sa vie, jusqu'à ce que elle tombe amoureuse, parce que clairement, qu'on se le dise ou pas, elle tombe amoureuse et elle se fait complètement avoir. Après, le point un peu négatif, c'est que le Joker dedans est un hyper beau gosse. Voilà, c'est canon quoi. Hein. Mais sur le moment, tu dis bon, voilà, ok, le Joker, il a quand même, c'est un personnage qui a de la classe. Référence à Jack Nicholson. Enfin voilà, c'est pas un personnage sorti des égouts, mais qu'il soit autant beau gosse, je sais pas. Après, c'est en totale Ça, c'est cohérence méchant pour avec Killer Croc. Bah, excuse-moi, mais il est pas beau gosse, soyons sincères. Hein. Euh, mais après, c'est en totale cohérence avec l'écriture et la mentalité de l'auteur de Stefan Sejic, c'est-à-dire que lui, c'est son domaine, c'est l'écriture aussi un peu érotique, un peu sensuelle, du coup, c'est très cohérent et c'est très beau aussi. Enfin, moi, j'adore son dessin, j'adore les cases où le Joker et Harley sont tous les deux, et j'adore sa transformation en Harley, qui est très douce et froide en même temps. Et, et voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, voilà, il y a des petits Ça trucs là. s'entend, ça s'entend. On sent que Un tu peu parles avec de- passion sur ce récit. Bah ouais, parce que moi, voilà, comme on l'a dit un peu, enfin non, on l'a pas dit, mais du coup, j'ai arrêté de lire les Harley Quinn Rebirth, qui sont la continuité d'Harley Quinn New 52, puisque ça me saoule, que c'est nul, et que j'ai envie d'un truc plus sérieux. Et là, c'est sérieux. C'est Ouais. sérieux. Pas parfait. Le côté un peu trop beau gosse du Joker ou certaines facilités de scénario. Mais sinon, c'est très très bien. J'ai beaucoup aimé. Et est-ce qu'au final, Harley Quinn, ce serait pas juste adaptable pour le Black Label, au final? Comment ça? Dans le côté sérieux dont tu parles, vraiment beaucoup plus mature, adulte, par rapport à à ce qu'ils font sur Rebirth, est-ce que ce serait pas plus adaptable sur le Black Label? Genre Ah, uniquement voir du Harley sur Black Label. mais en vrai, Harley Quinn, c'est du Black Label parce que c'est terrible son histoire. Enfin, c'est quand même Ah ouais, une ouais. femme qui tombe dans la folie et dans le crime par un homme et qui tombe Ah, très vite. C'est-à-dire que là, le sérieux petit bâtiment, problème de euh, syndrome de Stockholm, oui, en bah effet. oui, mais c'est ça, c'est hyper, enfin, ne pas dire ça aux enfants, tu vois. Oui, bah oui, oui. Et même dans Harlem, voilà, dès qu'elle bascule en Harley, hop, premier meurtre, quoi. Et en plus, c'est un mec qu'elle rencontrait tout le temps, où tu Hop, hop, voyais hop, qu'elle n'en était dis pas trop, gentille. n'en dis pas trop. Hop, hop, hop. Oui, non, non. Mais tu voyais qu'elle était gentille, et surtout, c'est ça qui est intéressant dans le livre, c'est que c'est terrible parce que tu vois qu'elle veut faire le bien, pendant c'est toute sa vie de psychiatre et ses études de psychiatrie, elle voulait faire le bien. Donc quand tu vois ce qui lui arrive, c'est assez cocasse, quoi. Moi, je sais pas, moi j'ai l'impression que je me suis lassé du personnage. Mais c'est possible. C'est ce que je disais au début, c'est qu'il Il y y a a eu un Ah, trop plein peut-être eu un d'Harley là en trop ce moment. ouais. plein, Ouais, peut-être. ouais, Mais là. bon, c'est vrai que cette version-là, un peu plus mature de ce récit-là, qui en plus, ben voilà, est un récit complet, voilà, pas comme les divers tomes qu'on a dans Harley Quinn Rebirth et autres. Donc c'est plus intéressant aussi dans ce côté-là. On a une histoire qui se développe et qui nous présente quelque chose de concret, voilà, un peu plus mature, un peu plus sérieux. Puis ça a l'air graphiquement splendide. Mm. Donc voilà. Ok. Enfin, Voilà pour Harley. j'espère quand même Ouais. que, enfin, à la base, Cedric avait annoncé qu'il ferait une suite. Donc là, il a mis entre parenthèses ses produits pour DC. Il a pas complètement abandonné, mais il a mis entre parenthèses. Donc on ne sait pas s'il va continuer Harleen ou pas.
Mais je trouve ça un peu dommage parce que moi, pour le coup, j'attendrais vraiment la suite. J'étais un peu frustré par ce Moi premier aussi. tome parce que j'ai vraiment, enfin, on reconnaît beaucoup trop Mad Love, en fait. On voit très bien, on voit qu'il y a eu Mad Love, qu'il y a plein de références à Mad Love, et finalement, c'est une espèce d'extension de Mad Love qui est pas forcément utile parce que Mad Love était aussi efficace parce que justement c'était assez elliptique, c'était assez implicite. Et à la fin de Arline, on a une petite bascule de Arline du côté du crime, mais pas complète. Donc on se demande encore, mais comment va-t-elle Moi, vraiment je devenir suis pas d'accord Harley pour Quinn? Mad Love. Après, c'est logique qu'il s'inspire de Mad Love parce que c'est le seul grand récit autour d'Harley, donc ça devient un peu compliqué. Et Batman Oui, s'y bien fait sûr. aussi Non, mais avec toutes les interprétations. Après, c'est moi, j'ai vraiment pas. bourré de références. C'est vraiment bourré de Oui, références. Il y a des scènes bah, qui sont des reprises au plan près des flashbacks de Mad Love. Donc là, je pense que c'est dit qu'admettrait volontiers complètement l'influence de Mad Love. Son projet, c'est de reprendre Mad Love, mais d'en faire une espèce de version plus moderne et avec un background psychologique qui est plus appuyé, puisque c'était pas du tout le but de Digny et Tim. Mais ouais, c'est sinon, pas ce c'est que j'ai ressenti sur Mad Love, vraiment pas. Après, peut-être qu'il faudrait que je me relise Mad Love là tout de suite, mais c'est pas ce que j'ai ressenti. Et moi, je trouverais ça logique que ça soit aussi un hommage et qu'il voudrait le rendre, Oui, c'est mais assez logique, hein. Moi, c'est un même. ça m'a pas choqué en disant bon, faut arrêter le copie-colle quoi. Ah non, mais je dis pas du tout qu'il copie-colle, je dis juste que il reprend dans une volonté de moderniser qui à mon avis est explicite. Je pense qu'il essaie pas du tout pas du tout de cacher le fait Mhm. qu'il reprenne du Mad Love. Simplement, ce que je dis c'est que créativement, il en fait une expansion qui me paraît pas forcément utile parce que justement tout ce que j'aimais dans Mad Love, c'était aussi ce côté elliptique, ce côté sous-entendu implicite de l'évolution Bah si, psychologique de Harley. c'est utile au niveau de l'approfondissement, au niveau de son boulot de psychiatre. Tu l'as Oui, pas mais autant non, dans Mad Love. bien sûr, mais c'est ce que je dis, c'est que justement, je trouvais ça bien dans Mad Love parce que Mm. Dignetti n'en faisait pas 3 tonnes et surtout, ils avaient l'intelligence d'inscrire ces flashbacks dans un autre récit, ce qui fait qu'ils racontaient quand même deux choses à la fois, l'évolution de Harley et puis le nouveau plan du Joker, là où on a une approche beaucoup plus premier degré ici dans Harleen, qui fait qu'on retrouve un peu sur 200 pages ce qu'on pouvait trouver en 80 dans Mad Love. Et finalement, ça m'a pas paru aussi fin, mais justement, c'est pour ça que que j'espère vraiment qu'un jour il fera peut-être ce tome 2 qu'il a annoncé à la base, parce que il a quand même à créer un univers intrigant. Ce que j'ai Mm. préféré dans Arline, c'est justement qu'il raconte cette histoire avec les exécuteurs, cette histoire de Blueface. Enfin, on voit qu'il y a une création d'univers qui est très intéressante et qui pour le coup est tout à fait originale. On retrouve un peu une espèce de volonté de création d'univers à la White Knight et qu'il a ce plaisir de ne pas juste raconter l'histoire d'Harley Quinn, mais de l'inscrire quand même dans un univers en mutation, un univers qui force le lecteur à réfléchir, et que Mm. j'aurais vraiment hâte de retrouver cette Harley-là, voir l'étudier encore plus de façon plus approfondie pour voir vraiment comment elle va basculer dans la Gotham qu'il a commencé à décrire de façon aussi intéressante dans le premier tome. Et je pense qu'un deuxième tome pourrait Mm. vraiment être l'occasion d'abandonner complètement Mad Love, puisque ça serait une histoire complètement originale, et de profiter au mieux de tout ce qui était déjà vraiment très bien dans le premier volume. Mm. Ok. Super. Ben, après, je pense que oui, il y a des chances qu'on voit ça un jour. Quand? Je ne sais pas, mais un jour. Certainement. Plutôt Euh, digital apparemment aux dernières nouvelles. Après, il y a la dernière news, mais moi, tu sais, ça change vite après Bah ouais. Ah ouais. les Alors, news comme ça. il avait annoncé qu'il arrêtait de travailler pour DC Comics et ensuite il avait fait une mise à jour où il avait redit dans des tweets, attention, j'ai jamais dit que je quittais DC Comics, j'adore travailler avec DC Comics, j'ai juste des problèmes de santé, une certaine envie de refaire un peu de comics web, mais j'abandonne pas du tout mes projets pour DC Comics. Donc Oui, c'est finalement, pour ça que je pense que c'est un peu finalement, nuancé. voilà, c'est ça. Du coup, on va changer d'univers après Arline et son Black Label. On va revenir un petit peu plus proche de ce que nous avait présenté Scott Snyder avec son Batman Metal, qui était suivi de Batman qui rit. Et là, nous avons le Batman qui rit deuxième tome, qui s'intitule Les Infectés, qui n'est plus écrit par Scott Snyder, mais par Joshua Williamson, il me semble. Je sais que Alex, tu l'as lu. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je peux en parler. Sur le Batman qui rit Tu vas tome être un 1, peu moins dithyrambique que Arline, j'ai l'impression. il y a moyen, ouais. Sur le Batman qui rit tome 1, moi, j'avais beaucoup aimé. J'avais bien aimé ce côté comics d'horreur, bien aimé ce côté où on s'éloigne un petit peu de tout le bordel, en fait, j'ai envie de dire ça, des Batman Metal. Que Ouais. vraiment ça m'a insupporté, que au niveau de l'écriture, au niveau de l'univers, c'est beaucoup trop d'informations, beaucoup trop condensé et un peu fouillis quoi.
Donc Batman Kiri tome 1, ça m'avait plu. Donc tout de suite, je me suis dit que le tome 2 allait suivre un peu. Évidemment, il y a un changement au niveau du scénario et ça se ressent. Et là, j'ai vraiment eu l'impression de repartir dans les Batman Metal. C'est-à-dire que l'histoire est sympa, tu passes quand même un bon moment parce que c'est un peu what the fuck. Et puis je pense que ce qui soutient et ce qui porte le comic, c'est le Batman Kiri. Visuellement, moi je l'adore, hein, pour avoir une figurine chez moi, c'est que ça prend tout son sens. Non mais il est magnifique, hein, au niveau du design. C'est vrai qu'au niveau du design du personnage, ils se sont envoyés. C'est clairement. C'est ce qu'on aimerait et qu'on voudrait pas, c'est un mélange Batman-Joker. On le repousse et en même temps on se dit pourquoi pas. Et là voilà, c'est complètement créé. Il est long, il est fin, il est super effrayant. Donc ça, je pense que c'est le gros atout. Mais par contre, c'est nul. Enfin, on se retrouve avec des interludes où du coup c'est vrai qu'il y a plus d'interludes que de chapitres. Bah ouais, on se retrouve avec du coup le Batman Kiri qui a préparé des batarangs pour certains personnages. Donc on est sur 6 pour les nouveaux cavaliers qui vont permettre d'accomplir son funeste combat contre Batman, parce qu'évidemment il veut battre Batman. Donc voilà, on est sur une histoire assez simple quand même. Sauf que t'as pas choisi les meilleurs, quoi, parce qu'au niveau des personnages qui suivent et des interludes, on se retrouve sur des personnages peu intéressants, et surtout la même construction qu'on a dans Batman Metal tome 2, où t'as l'origin story de chaque chevalier noir. C'est quasiment pareil. C'est une origin story de tout le monde jusqu'à en fait le personnage lambda, nanana, Supergirl qui fait Supergirl. Comment il a été infecté par le. Et hop, on comprend comment il est infecté et du coup, bam, page suivante, Batman, t'as vu comment je suis infecté et maintenant je suis méchant. Ok, très bien. En fait, c'est un copier-coller de ton Batman Metal tome 2. Tu retombes dans les mauvais travers de la série Batman Metal que je n'ai du coup pas aimé. Et du coup, tu t'éloignes du Batman Kiri tome 1, où t'as un vrai côté psychologique autour de Batman, une vraie conversation aussi entre le Batman Kiri et Batman. Et là, je trouve que c'est un peu perdu, un peu fouillis. Tu rajoutes Superman dedans. Ça fait un peu, bon, ok, faut rajouter des personnages, faut rajouter ci, faut rajouter ça. Ouais, j'ai vraiment pas accroché, je suis déçue. Ouais, et puis dans le premier Batman Kiri, dans le premier tome, il y avait cette découverte des autres univers, des Batman des autres univers, avec le Grim Knight, le Batman Kiri, où on en apprenait un peu plus sur lui. Il y avait toute cette intrigue-là. Là, du coup, on découvre pas vraiment de nouveaux personnages, puisqu'on découvre juste quels sont les héros qui ont été infectés par le Batman Kiri, et puis ils se retrouvent à se batailler un peu comme des enfants. Et puis même du coup l'envie et le leitmotiv de Batman Kiri, elle se perd un peu. Tu vois, à la limite, t'as l'impression, en fait, t'as juste envie de jouer et tu te fais chier, du coup, tu as envie de tuer Batman et de le faire, même pas de le tuer, de juste l'embêter, quoi. Tu vois? On a perdu, je trouve, tout ce suspense, toute cette noirceur que t'avais dans le 1. Et ce truc, c'est un peu effrayant cette série, qu'est-ce que ça va donner? Donc ouais, très déçu. C'est vrai. Moi, je suis en train de préparer ma review, donc je vous en parlerai un peu plus en détail dans ma review qui sera publiée sur le site, mais effectivement, c'est vrai que c'est un peu plus décevant que son prédécesseur. Et pour le coup, le meilleur du Batman Kiri les infectés, c'est peut-être les petits numéros qui à la fin, qui sont les Infected, Year of the Villain, je sais pas quoi, où il y a des tout petits récits sur plusieurs personnages, Black Adam, Gordon. Ah oui. Et ça, il y en a quelques-uns qui sont vraiment pas bien, et d'autres au contraire. Sur Black Adam par exemple, c'est une des premières fois, et ça fait vraiment plaisir, qu'on voit Black Adam en tant que roi protecteur de son royaume, et essayant vraiment d'être un bon roi, évidemment avec son cynisme de super vilain, mais essayant d'être un bon roi, et rien que ça, c'est pas très bien dessiné, mais ça faisait vraiment plaisir. Ou sur le commissaire, c'est quand même par Paul Jenkins, c'est très très joliment dessiné par Jack Herber, où on a un Gordon qui en a marre de pas faire avancer les choses à Gotham, et c'est vraiment un récit qui est très intéressant sur Gordon. Et finalement, le meilleur de Batman Kiri les infectés, c'est pas du tout le Batman Kiri, mais c'est ces tout petits numéros, des espèces de mini-fascicules concentrés sur un personnage à chaque fois, et qui, en une dizaine de planches, se racontent très bien
un personnage dans ce nouveau monde désinfecté. J'ai trouvé en tout cas. C'est pas ce que tu attends, quoi. Tu vois, donc, même si clairement, c'est très bien, tu restes un peu, ouais, mais bon, après. Oui, tout à fait, c'est pas vendu là-dessus et c'est presque dommage, ouais. Et c'est dommage parce que ça se perd. Pour certains, je pense que le récit va moins leur toucher, quoi. Oui, je pense qu'une manière générale, c'est sûr que c'est moins marquant que ce qu'on a eu avant avec le Batman Kerry. Puis peut-être qu'au bout d'un moment, on va peut-être aussi, à force, se lasser un peu de cet antagonisme qui prend de la place et qui au final, bon, enfin, on verra. Après, justement, on va peut-être enchaîner avec une autre lecture où il me semble, je l'ai pas lu, mais il me semble que le Batman Kerry est un petit peu impliqué. C'est Justice League Doom War. Siegfried, tu vas peut-être me corriger si je dis des bêtises. Non, tout à fait. Alors bon, ça c'est, je vais te voir franchement, c'est un truc que je vais en diagonale parce que ça incarne tout ce que je n'aime pas dans les comics. C'est un long truc de méga pouvoir, de super explosion, d'un super méchant, encore plus méchant que les autres, encore plus puissant que les autres. Donc là, c'est Perpetua qui influence Lex Luthor et c'est la mère des Monitors, c'est la conceptrice du multivers. Elle est plus forte que l'Ultra Monitor. Enfin, vous voyez le délire, à chaque fois inventer un personnage plus puissant que le précédent. Et c'est, enfin, on tombe dans des tellement gros délires qu'on se demande mais pourquoi elle bazarde pas toute l'humanité, tous les super-héros en claquant des doigts. Enfin, comment ça se fait qu'ils arrivent à la battre à la fin, ça a strictement aucun sens et aucun intérêt. Enfin voilà, c'est toujours plus d'explosions, plus de gros combats, plus de super-héros, il y en a 300 dans la bataille à la fois, enfin ça, finalement, ça raconte presque plus rien à force de vouloir trop raconter, donc ça m'a vraiment pas du tout parlé. Par contre, exactement comme de Batman Kerry les infectés, on a à la fin des numéros de Year of the Villain concentrés sur certains super-vilains. Et ça c'est un truc que j'ai vraiment pas aimé parce que du coup, on a ces espèces de backups dans Justice League Doom War, et ce sont les mêmes backups qu'on avait dans le Batman Kerry les infectés, et il y a absolument rien qui nous dit que ces deux volumes sont complémentaires. On n'a pas de numérotation commune, on n'a pas de titre commun, il y a rien qui nous dit qu'on va trouver des numéros désinfectés dans Justice League Doom War et dans le Batman Kerry les infectés, et je trouve ça vraiment dommage. Enfin, on n'envoie vraiment aucun message au lecteur pour qu'il s'intéresse aux deux, et on le force pratiquement une fois qu'il le sait à acheter les deux volumes pour avoir, pourquoi ne pas avoir fait directement un volume avec tous les Year of the Villain infectés, puisque finalement ce sont des petites nouvelles, ça aurait pu être un recueil de petites nouvelles tout à fait valables avec quelques histoires qui sont très bien. Oui, j'ai l'impression que Urban s'est un peu perdu au niveau publication à ce niveau-là, parce que derrière il y a on peut dire que c'est un petit bordel aussi, hein. Oui, à la base c'est un bordel, oui et non. En VO, c'est vrai que c'est pas évident, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, par exemple, pourquoi faire un récit directement Doom War? Pourquoi pas mettre directement dire que c'est Justice League? Parce que là, Doom War, en fait, ils perdent un peu les. T'as l'impression que c'est un truc à part, alors que c'est. Ouais, voilà. Alors qu'au final, non. Et pareil, le Batman Kerry, pourquoi ne pas avoir utilisé peut-être une autre appellation pour lui dire, tenez, c'est en rapport. Vous voyez, un petit truc comme ça. C'est vrai qu'à ce niveau-là, ils perdent un peu les. Moi, à la base, déjà, je voulais pas prendre le Batman Kerry, mais là, maintenant que je sais que c'est en rapport avec Doom War, voilà, je vais le prendre. Mais à la base, c'était pas du tout mon intention de le prendre. Ouais. Enfin bon, désolé de t'avoir interrompu, vas-y, continue. Ah non, tu as très bien fait, d'autant que j'avais plus forcément grand chose à dire. Ah oui, donc c'est dans ce 2 mois, enfin on avait beaucoup parlé il y a quelques mois, je sais pas si vous vous souvenez, du fait que John Carpenter, donc le très très grand réalisateur de The Thing quand même, dans l'entre de la folie, etc., scénarisait un comics Joker, alors que lui ne lit pas particulièrement de comics. Et donc c'est dans ce Justice League Doom War qu'on retrouve le Joker de Carpenter. Et aucune indication pour le dire, c'est juste un petit backup parmi 5 ou 6 à la fin du comics. Ça se lit assez bien, mais c'est vraiment assez moche. C'est pas inoubliable, c'est un peu décevant. Surtout dans ces espèces de petits backups, donc qui sont les Year of the Villain. Il y en a un sur Sinestro qui est étonnamment intéressant, assez amusant même, très frais, enfin très agréable à lire. Et il y en a un sur le Riddler, enfin le Sphinx, qui est très très agréable à lire, donc exactement comme dans les Infectés. Ce qu'il y a de mieux dans ce volume, ce qu'il y a de plus inventif, de plus frais, c'est clairement les petits numéros à la fin qui n'ont pas grand chose à voir avec l'histoire principale qui est racontée, mais qui sont des bonus qui sont beaucoup plus que des bonus. On pourrait pratiquement acheter ces volumes pour ces petites aventures là. Et en tout cas, si vous aimez les personnages qui sont impliqués dans les Year of the Villain, sachez que renseignez-vous vraiment sur le contenu de ces volumes, parce que certains de ces personnages, pas tous, mais certains sont vraiment très très bien traités dans ces quelques pages à la fin. Ok, ouais, c'est vrai que ça fait un peu fouillis, quoi. Entre les infectés, là, le Batman Kerry, tome 2, et ce Justice League Doom War, c'est un petit peu fouillis, mais bon. Moi, je savais même pas que Justice League Doom War, c'était dans tout ça, quoi. Franchement,
pas très bien Ouais, réussi, c'est vrai que c'est un petit peu, oui, en termes de com, c'est pas. Alors après, je crois qu'Urban a publié une petite frise chronologique qui Ouais, reprend ils un ont petit peu publié. Ouais, non, l'univers Ouais, métal. de la c'est. tête, hein, Et, ils ont fait un Photoshop, De- très bien, je te Ouais, balance ouais. ça et puis pas plus d'infos. Moi, en fait, c'est l'entrée, c'est la porte d'entrée à Batman, à au deuxième volet de Batman Metal, à savoir que le premier tome de Batman Metal 2 en VF sortira dès le mois d'octobre. ouais. Donc Bah, c'est du quand coup, même très rapproché par rapport aux publications. Alors, est-ce qu'il va y avoir un décalage? Parce que ça, automatiquement, ça va créer un décalage avec les autres publications. Donc j'ai peur qu'Urban, là, veuille mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Parce que ouais. concrètement, là, ça va faire un sacré décalage dans les. Je sais Ouais. pas comment ils vont faire après. On va voir. Moi, ce que je vous propose, c'est on va mettre dans l'article qui va reprendre notre podcast sur le site. Donc, cette petite chronologie, je vous la mettrai, comme ça, vous l'aurez. Si ça vous intéresse, vous pourrez jeter un œil sur la petite chronologie que vous a préparé Urban Comics. Et le dernier ici dont on voulait parler aujourd'hui, c'est le deuxième tome de Léviathan, et c'est Siegfried qui va garder la parole du coup et nous le présenter. Alors tout à fait, donc dans Léviathan, enfin je sais pas si vous vous souvenez du premier volume, c'était notamment Rapidement. notamment dans de Metropolis, enfin dans le monde il y a plusieurs entreprises, plusieurs agences secrètes qui disparaissent étonnamment, et donc Superman va enquêter. Donc il y avait Batman sur la couverture, mais c'était pas du tout sur Batman, c'était un récit intégralement centré sur Superman et Lois Lane. Donc, et donc on se demandait un peu, mais qui est derrière tout ça? Donc il semblerait que ce soit un mystérieux Léviathan qui a une armure assez badass, mais est-ce que ça a le moindre rapport avec le Léviathan qu'on connaissait bien et qui était l'antagoniste de Batman dans le run de Morrison? Donc a priori oui au début, parce qu'il l'a remplacé Talia al Ghul à la tête de la Ligue des Ombres, et plus du tout ensuite. Donc la grande question de Léviathan 2. Donc au moins Léviathan 2, ça met un terme aux interrogations, puisqu'on sait à la fin de Léviathan 2 exactement qui est Léviathan. Donc ça, au moins on ne fait pas durer le suspense plus longtemps que ça. Donc est-ce que c'est un personnage qu'on connaît bien ou pas? Je vous laisse le suspense. Donc J'ai été déçu. il y a deux choses différentes dans ce Léviathan. Donc il y a le numéro d'Action Comics 1012 à 1016 par Bendis et Kudranski. Donc c'est un dessinateur que je connaissais pas du tout, qui fait des dessins très sombres, un peu bruts. Donc ça change vraiment étonnamment de ce qu'on avait précédemment. Il a une petite patte qui est assez agréable, même si c'est pas toujours très réussi, mais par contre, le récit est vraiment pas du tout intéressant. Donc, Action Comics 1012 à 1016, c'est du pur filler. Et je trouve ça assez fou qu'on commence par 5 numéros de pur filler, où on fait durer, tout à coup, on invente une antagoniste qui s'appelle Red Cloud, qui n'a pas grand chose à voir avec ce schmilblick. Et c'est juste pour montrer du Batman et du Superman, enquêter sur Léviathan, mais pour patiner, pour faire durer. Il y a absolument rien qui se passe. Par contre, ensuite, on a enfin Event Léviathan. C'est toujours scénarisé par Bendis et cette fois dessiné par Maleyev. Et Maleyev, on sait à quel point c'est un très très grand dessinateur. Donc là, vraiment, c'est vraiment super beau. Et pour le coup, c'est vraiment très agréable à lire. Déjà parce que la spécialité de Bendis, quand il faisait du Marvel et vraiment ce qu'il avait fait connaître, c'était vraiment de ces comics urbains où il n'y avait pas trop de super pouvoirs et on était vraiment dans des ambiances nocturnes. Enfin, c'est ce qu'on s'attendait à. C'est pour ça aussi ça serait un plutôt bon choix sur Batman. Donc là, il revient sur du comics strictement nocturne avec en plus l'atmosphère nébuleuse de Maleyev. Enfin, c'est un duo qui a très bien fonctionné par le passé chez Marvel et qui revient ici vraiment en pleine forme avec du combat de rue, de l'enquête. Bref, ce qu'ils savent tous les deux très bien faire et ce qui peut nous manquer un petit peu aussi dans l'univers DC Comics, parce que c'est des dimensions qu'on n'a plus trop dans les continuités actuellement. Donc on a quelques clichés, le méchant il veut faire le bien mieux que les héros, et du coup il va combattre les héros parce qu'il pense qu'il peut mieux faire le bien, enfin c'est des trucs un peu ridicules. Mais au moins on est vraiment intrigué. Bon, à la fin on a quand même envie que ça passe, parce que finalement le dévoilement de l'identité du méchant est pas si intéressante que ça, et on a envie que ça finisse quand même. Mais il y a quand même de l'idée. Et au moins, ce qui fait plaisir, c'est que ce tome d'Urban Comics recueille à la fois les Action Comics et l'Event Léviathan. Donc au moins on a tout dans le même volume. Donc on a certes du filler, mais au moins on n'a pas que le filler. Et on a vraiment la conclusion de ce pan d'intrigue. Donc au moins on avance vraiment à pas de géant dans cette intrigue, et ça au moins éditorialement ça fait plaisir qu'on n'a pas fait durer ça plus que de raison. C'est meilleur en tout cas que Léviathan 1. Donc si vous aviez c'est ce que j'allais dire, parce que je sais que t'avais été, qu'on avait été, je crois que Pelli aussi avait été déçu du premier tome, donc le deuxième c'est meilleur. Ouais, on avait déjà parlé, c'était quand même assez faible, on n'était pas du tout intéressé par qui était Léviathan à la fin, enfin c'était vraiment pas intriguant, donc là quand même c'est à la fois beaucoup plus beau
et plus intrigant. Donc ça marche mieux. Et on n'est pas dans le gros délire cosmique de Doom War. Enfin, c'est un poil mieux que ça quand même. Donc ça se lit assez bien. Mais franchement, Léviathan, ça reste vraiment l'event qui est dispensable, quoi. Parce que s'il faut se partir tout le Léviathan 1 plus le début du Léviathan 2, donc l'Action Comics, juste pour retrouver un petit peu de plaisir, parce que c'est pas non plus démentiel d'event Léviathan. Ouais. On peut quand même très bien se passer du tout, hein, vous inquiétez pas pour ça. Mais voilà, si vous avez déjà lu Léviathan 1, que vous êtes un peu frustré, mais que bon, vous aimeriez bien continuer au moins pour le principe, sachez que c'est quand même meilleur esthétiquement et scénaristiquement, ça se lit quand même avec beaucoup plus de plaisir. Ok, bonne note pour ce deuxième tome de Léviathan. On a fait le tour de nos lectures du mois et j'aimerais justement conclure ce podcast avec un petit mot sur l'opération d'été qu'a lancé Urban Comics, puisque Urban Comics a lancé donc cette opération d'été qui nous propose 10 récits, des récits plutôt intéressants d'ailleurs, à un prix ultra attractif puisque c'est des récits à des prix de 4,90€ seulement. Donc pour moins de 5€, on a quand même des récits ultra intéressants. Alors avant de les dévoiler, vous avez peut-être vu passer les news ou les photos sur internet ou autre, ou même chez votre libraire, mais du coup avant de les dévoiler, est-ce que je vais faire un petit tour, quel est votre récit préféré parmi ceux qui ont été sélectionnés dans cette opération d'été? Je vais commencer par Alexandra. Mon récit préféré, c'est c'est dur. Il y a Batman Silence, c'est mon récit préféré. Après, juste un, arrête parce que je sens que juste pour le coup, je l'ai pas acheté parce que je l'ai déjà, donc j'ai acheté celui que j'ai pas. Mais c'est ultra intéressant par contre sur ceux qui voudraient le découvrir. Bien sûr, mais moi du coup j'ai pris Red Son parce que je l'avais pas. Yes, pareil. Et pareil. Peli, pour toi du coup, donc il y a Batman Silence, Superman Red Son. Alors moi j'en avais deux en préféré si on prenait le rapport qualité-prix, voilà, par rapport à l'original, mais moi je me suis plutôt penché sur White Knight. White Knight, ouais. Voilà. C'est assez ouf de découvrir ce récit à 4,90€. C'est ça, même que ce soit White Knight, Red Son ou Silence, c'est assez dingue de voir 4,90€ sur ces récits, quoi. Carrément, c'est une sacrée bonne affaire. Et pour toi, Siegfried? Alors ouais, ça aurait pu être Silence ou White Knight, mais j'ai plus sensible à, enfin j'ai un lien affectif avec La Promesse, qui est le récit de Justice League scénarisé par Jim Krueger et dessiné par Alex Ross, qui est un des premiers comics que j'ai lu dans ma vie en général, et celui avec lequel j'ai découvert Alex Ross bien avant Kingdom Come, que pourtant il avait dessiné 10 ans auparavant, et qui est extraordinaire. Enfin, ça raconte une alliance de super vilains qui tentent de faire croire aux citoyens du monde qu'ils font le bien et qu'ils se débrouillent mieux que les super-héros, et du coup il y a une crise de confiance dans les super-héros. Scénaristiquement c'est pas extraordinaire, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est peut-être même plus beau sur certaines planches que Kingdom Come. C'est vraiment du Ross en très très grande forme, et autant de Ross pour 4,90€, je recommande vraiment très chaleureusement. Ouais, clairement. Bon, après, c'est vrai qu'on est sur du format pas cher, donc on n'est pas sur une édition ultra qualitative en termes de papier, etc. Mais c'est quand même ultra intéressant de pouvoir découvrir des récits. Donc, comme on le disait, il y a Batman Silence, Batman White Knight, Superman Red Son, Justice League, La Promesse. Et vous ajoutez à ça donc d'autres récits, parce que pour aller compléter le tout, on a aussi le Batman La Cour des Hiboux, premier tome de Batman New 52 par Scott Snyder. Joker, le deuil de la famille, qui est lui l'équivalent du 3e tome de Batman New 52 par Scott Snyder. On a du Harley Quinn complètement marteau, qui était le premier tome de Harley Quinn en New 52, il me semble. Ouais. Et puis Batman le Chevalier Noir. Donc ça, c'est les récits. C'est qui déjà qui est j'ai perdu le nom de. Mince. Vous l'avez ou pas? Batman le Chevalier Noir. Du scénariste, non, j'ai pas. Ouais. C'était une série des New 52 aussi. Oui, c'était. Ouais, je vois très bien. C'était plutôt intéressante. Ça a pas révolutionné le genre. Ouais, ça fait 4 tomes. Mais justement, je rebondis sur ce que tu dis. Ce que je comprends pas, c'est l'argument d'Urban Comics, c'est de dire des récits, en résumé, des récits de légende à bas prix. Alors attends, je finis les deux derniers. Vas-y. Je te laisse parler. C'est Wonder Woman année 1 et puis Injustice année 1. Voilà, vas-y. Comme ça, on a tout dit. Ce que je voulais dire, c'est que Urban Comics a martelé en disant comme quoi c'est des récits de légende à bas prix. Alors, c'est sûr que Red Son, La Promesse, White Knight maintenant,
et même Silence, c'est des récits de légende, mais par contre, Un deuil dans la famille, Wonder Woman année 1, Le pour deuil moi, de la famille. C'est pas... le deuil dans la famille, pardon, le deuil dans la famille, Non, Wonder mais Woman ils année pouvaient 1, pas se permettre. La cour des hiboux, c'est assez récent, mais c'est pas encore des récits Mais ils je pouvaient veux pas dire, se permettre de mettre que des grands récits en termes, ce que je tu veux dire, vois. oui, mais ce que je veux dire, c'est, regarde, ils ont mis Silence, par exemple, qui est quand même un récit assez qualitatif. Et je veux dire, il y avait d'autres récits avant que tu aurais pu mettre. Oui, mais Ouais, mais justement, à un je moment donné, il pense fallait que... tomber en perte. Tu pouvais pas mettre à côté de ça Un loin Halloween, Amère Victoire, parce qu'à un moment donné, enfin, c'est à perte. Moi, je pense qu'ils ont voulu équilibrer. Ou en même temps, tu fais un focus sur l'opération en mettant des gros titres. À mon avis, il y a 5 gros titres: White Knight, Silence, La Promesse, Red Son. Que là, Ouais, voilà. ça Ouais. fait 4, donc 4 gros titres, tu vois. Et hop, ensuite, comme t'as fait découvrir, t'as bien fait, ta com, elle part toute seule juste avec ces 4 Bah là. oui, bien Et sûr. ah ouais, mais en fait, t'as Harley Quinn si tu l'as pas commencé, Alors, t'as ça, tu vois. Bon, pour moi, c'était après, juste pour en même temps se rembourser, tu vois. derrière, effectivement, là où je valide ce que tu dis, c'est que derrière, effectivement, rien ne nous dit qu'ils vont pas refaire une opération du même genre l'année prochaine, en rajouter 10 autres ou 5 autres. Bah, vu Voilà, et comment ça a derrière, marché, Peut-être. Après, il faut voir parce qu'effectivement, ils vont pas peut-être. gagner beaucoup d'argent. Je pense qu'ils vont surtout essayer de Bah oui, mais voir c'est le s'ils ont meilleur moyen. réussi à accrocher des nouveaux lecteurs grâce à cette C'est opération. le Et en meilleur fonction de moyen, oui, ça, voilà. C'est le meilleur moyen d'accrocher des nouveaux lecteurs, avec qui n'ont pas forcément un budget énorme à mettre, même si bon, là, 4,90 € White Knight ou voilà. Silence, je peux y aller tranquille au niveau budget, quoi. Et puis, bien sûr, de toute façon, il fallait mettre le petit coup de gueule sur cette opération. Allez, Ces vas-y. chers messieurs les spéculateurs, Ah oui, les on fameux. a vu des trucs incroyables sur Incroyable. eBay, mais c'est, Alors que les récits sont encore, sont alors, encore non seulement disponibles les récits, dans vos voilà, hypermarchés, chez les c'est ça. libraires, de partout. Moi, c'est ça qui Euh, m'a choqué. Les récits étaient à peine sortis que déjà, on en a identifié deux. Siegfried l'a vu aussi sur Facebook, on l'a vu tous les deux, on s'est d'ailleurs bien marré quand même. Euh, le mec qui les vend 80 € avec les frais de port inclus, alors que la collection entière ne vaut même pas 50 €. Et surtout, il y a le prix marqué en gros dessus. ouais, Je c'est veux ça. dire, quand même, c'est pas comme s'il pouvait falsifier quelque chose. Et on a vu encore mieux quand même quelqu'un sur eBay qui a voulu vendre la collection entière 130 €, sans les frais de port. Oui. Et ça, je trouve que c'est vraiment, ça, on en rigole parce que franchement, c'est vrai que Ah, on a c'est tourné ça à la pathétique. rigolade sur les réseaux sociaux, mais franchement, ça en devient pathétique parce que malheureusement, et ben le pire, c'est qu'il y a des personnes qui ne trouvent pas ces récits dans le commerce. Combien de personnes on a vu sur Twitter par exemple qui nous Oui, demandent mais mais où est-ce bon, je qu'on veux peut les dire, trouver parce que je les trouve pas, à et ce de se dire prix-là, que je vais acheter le récit, tu ah bah non, vois, oui, concrètement, normal, t'achètes le quoi. récit, voilà, t'achètes le récit normal. Mais malheureusement, je suis sûr, malheureusement, que les offres, elles partent. Et moi, c'est ça qui me fait le plus de peine, c'est de me dire qu'il y a des gens qui sont arnaqués comme ça. Donc, je le répète encore une fois, ne vous faites pas arnaquer par les spéculateurs comme ça, parce que franchement, voilà, c'est ignoble. Bon, l'offre à 130 €, à mon avis, personne va se faire couiller quand même, ce Oh, serait assez encore, chaud. 130 €, c'est 13 € par comics, sachant que quand tu les achètes dans les belles éditions d'Urban, ça te revient facilement à 30 € le volume. Il suffit de croire que c'est un vieux truc et de ne pas te rendre compte que c'est une opération actuelle à Ah, 4,90 €, de croire que c'est un vieux truc et que ça justifie le prix à 130 €, et tu peux croire que c'est ah ouais, rentable. bah oui, c'est sûr. Et après, on a vu quand même encore mieux, après, sur Twitter, quelqu'un qui voulait vendre un récit qui était à 10 €, qui cachait avec sa main le 10 € et qui disait je vous le vends 20 €. Donc voilà, on avait vu ces spéculateurs juste après Angoulême, après Mm. les variant Les cover grandes sur covers DC's. exclusives sur Voilà. DC's, ouais. Donc voilà, vous faites pas avoir, voilà, c'est totalement voilà. Nous on en rigole, mais c'est quand même assez choquant de voir des gens qui profitent comme ça de ça, quoi. Tout à Et fait. Urban, après je sais pas comment ce serait possible, mais voilà, faudrait faire quelque chose quand même pour Bah oui, arrêter ça. ils peuvent rien faire. Le seul truc Non, qu'on mais peut faire, ouais, c'est c'est de ça ne pas qui, acheter, de ne pas acheter à ces gens-là. ouais, c'est ça malheureusement Surtout. qui, voilà. Voilà. Donc voilà, c'était le, mais Ok. sinon la collection est très bien. Oui, c'est super, c'est cool. Et puis en plus, Très ils bien. ont fait un truc sympa, c'est que le dos des livres sont, enfin, si tu les achètes tous, ils se suivent et ça fait une petite une petite frise. Donc C'est drôle, oui. c'est assez sympa Ouais, pour c'est la vrai. bibliothèque.
Voilà. Donc, ben voilà. Donc, vous l'aurez compris, si vous n'avez pas lu certains des récits qui sont proposés, ben jetez-vous sur cette collection qui est hyper intéressante, hyper attractive en termes de tarifs. Tiens, et toi, Nico, ton préféré, tu nous as pas dit? Moi je l'ai pas dit. Eh ouais, mais Ah bon, oui. vous l'avez tout dit. Moi j'aurais dit White Knight, ou j'aurais dit Silent à la base, mais vous l'avez dit. White Knight. Allez, du coup je vais dire Joker, le deuil de la famille, parce que j'aime bien cette version un petit peu creepy du Joker avec son C'est le masque meilleur. réalisé avec son visage bien sûr, qui a été découpé au préalable. Donc c'est quand même assez flippant comme Joker et il est plutôt cool aussi. Ça va. Voilà, du coup, je pense que on va s'arrêter là pour ce Bat Reviews. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici. On se retrouve très bientôt pour notre Bat Talk spécial bilan de Batman Rebirth par Tom King. Et bien entendu, le mois prochain pour de nouvelles Bat Reviews. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur les lectures du mois. On vous fait des bisous. À très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Salut. Salut! Salut!